Donc maintenant, une table ronde sur le thème Une autre modernité, redécouvrir les savoir-faire vernaculaires de la construction en terre, avec Thierry Geoffroy, architecte et directeur de Cratère, qui est le Centre international de la construction en terre. Depuis 1979, le laboratoire Cratère, associé à l'École nationale d'architecture de Grenoble, réunit chercheurs, professionnels et architectes, ainsi que de nombreux partenaires privés et institutionnels, dont l'UNESCO, à travers le monde, afin de promouvoir la construction en terre crue. Monsieur Geoffroy va nous donner, au travers de son intervention, un panorama de la construction en terre crue aujourd'hui, ainsi que son intérêt tant sur le plan écologique que socio-économique. Ensuite, nous aurons une intervention de Anna Iringer. Anna Iringer est architecte et travaille en Europe et en Asie et en Afrique. Elle prône une architecture s'appuyant sur les matériaux locaux et les savoir-faire vernaculaires, notamment l'usage de la terre crue. Dans un portrait que lui consacre Le Monde en mai 2011, elle déclare « Plus de la moitié de l'humanité vit dans des bâtiments en terre. Il serait aberrant de vouloir loger 7 milliards d'humains dans du béton au nom du développement. Pourtant, presque aucune école n'enseigne aux architectes à construire en terre crue. » Elle a reçu, entre autres, le prix international d'architecture durable en 2010 et le prix Aga Khan de l'architecture en 2007 pour la réalisation d'une école au Bangladesh. Les membres du jury déclarèrent au sujet de cette école qu'elle montrait du sens, de la beauté et de l'humanité. Ensuite, nous aurons une intervention de Thomas Granier, qui est directeur de la Voûte Nubienne, une association dont il est à l'origine et qui promeut l'usage de briques en terre crue pour réaliser des constructions en voûte et ainsi éviter le recours aux ressources ligneuses dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne. Mesdames, Messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Guillaume. Bonjour à tous et merci plus spécifiquement à la Fondation Hermès. Bonjour, merci Guillaume, bonjour à tous. Je recommence. Je voudrais remercier la Fondation Hermès de nous donner cette opportunité de présenter notre travail. Et c'est pour nous un grand honneur d'être associé notamment à Mario Botta, qui est un architecte de renom. J'étais tout jeune étudiant en architecture et déjà c'était une personne déjà très connue. Donc c'est un très grand honneur pour moi de me retrouver à ses côtés aujourd'hui. Pour faire la liaison avec la conférence qu'il nous a donnée tout à l'heure, au départ, je pensais que ce serait un petit peu compliqué, mais finalement, ça ne l'est pas tellement. Et bon, alors il y a déjà les lunettes que l'on porte un petit peu de la même façon. Alors on n'a pas tout à fait les mêmes raisons, mais enfin, j'aime bien aussi les porter comme ça. Mais au-delà, je pense que ce qui est essentiel et qu'il a exprimé au travers de certains de ses projets, c'est surtout cette idée, ce concept qu'il aime bien des architectures qui sortent de terre, que l'on construit autour du territoire et des matériaux qui sont présents, un petit peu comme est illustré par cette terre que l'on retrouve dans une structuration. C'est un pur hasard, mais donc on a une terre rouge et puis on bâtit quelque chose de rouge autour. Alors tout simplement, pour la simple et bonne raison que pour nous, la naissance de Cratère, la raison de notre existence, c'est justement des maisons en terre. On n'est pas né de nulle part, on est né d'un patrimoine qui a été découvert dans les années 1970 par un groupe d'étudiants de l'École nationale d'architecture de Grenoble, qui a été en fait notre source de connaissances. Des patrimoine qui remonte jusqu'au XVe siècle avec des choses assez extraordinaires, des grandes fermes, mais aussi des maisons de maîtres, c'est assez varié. Et puis quelque chose d'assez unique, c'est le lien que l'on a avec le siècle des Lumières, et notamment un architecte qui s'appelle François Cointreau, qui a exercé de la fin du XVIIIe, début XIXe. On est à la Bastille, c'est la période de la prise de la Bastille, de la Révolution française, période pendant laquelle on a pour la population de la région, accès à la terre pour s'installer, accès à la terre pour l'utiliser, et en se mettant ensemble, on arrive à construire
des maisons extraordinaires. Et il se trouve que donc à partir de ce 19e siècle et du 20e siècle, il y a dans notre région un changement qualitatif et quantitatif fondamental dans la production du bâti, et l'amélioration du logement sera absolument extraordinaire en utilisant très simplement les matériaux que l'on va prendre sous ses pieds. Et je reviens là-dessus parce que pour nous c'est très important. Les gens se rassemblent au niveau familial, famille élargie, et ensemble on est capable de faire des choses qui ont des dimensions qui n'ont rien à voir avec ce qui était fait précédemment. Ce qui fait que dans toute notre région que l'on voit ici, qui est une région aussi naturellement où on a de la bonne terre, parce qu'il y a une explication aussi sur cette question de matériaux disponibles. On n'a pas de la bonne terre à construire partout dans le monde, mais on en a dans beaucoup d'endroits. Il se trouve qu'ici, nous, on bénéficie de situations alluvionnaires qui descendent des Alpes et qui permettent, par différents processus qui sont longs à expliquer, d'avoir une terre qui a des qualités assez intéressantes et bon, plutôt de très bonne qualité, et qui ont permis donc tout ce développement. À partir de cette connaissance locale, il y a dans les années 70 aussi toujours cette idée de voyage, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc une recherche qui est faite par ce groupe d'étudiants. J'aimerais bien quand même les citer au départ, et notamment Patrice Doat, qui a été l'initiateur essentiel de Cratère, mais qui va rencontrer aussi d'autres personnes comme François Vitou, Hugo Houben, et puis plus tard Hubert Illot, qui se joindra à cette équipe, et qui sont les fondateurs donc, de ce qui sera Cratère, et qui ont, au travers d'un certain nombre de voyages, rassemblé des éléments qui ont permis jusqu'à aujourd'hui de se rendre compte que finalement c'est à peu près un tiers de la population mondiale qui, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il a moult façons d'utiliser la terre, utilise donc la terre pour faire de la construction. L'élément fondateur, l'acte fondateur de la création de Cratère en 1979, ce sera donc la publication d'un premier ouvrage, Construire en terre, qui aura un impact pour nous, bien entendu, mais aussi un petit peu dans le monde entier, puisque ce livre-là a été copié, photocopié, traduit en hindi, en espagnol. Enfin, il y a X versions de ce livre que l'on retrouve un petit peu partout, et qui ont inspiré beaucoup de gens un petit peu partout dans le monde entier, à l'instar de ce qu'avait fait à l'époque François Cointreau, puisque ses écrits avaient été disséminés jusqu'en Australie, aux États-Unis, et donc certaines idées qu'il avait développées ont été reprises à ce moment-là. Cratère aujourd'hui, ça a un double statut en fait. On a un statut d'association, donc je ne suis pas directeur, je suis président de cette association, mais je suis aussi chercheur à l'école d'architecture de Grenoble, donc on a un peu ce double statut d'association qui fait l'opérationnel sur le terrain, et puis un laboratoire de recherche qui a plus vocation donc de recherche et d'enseignement, et ce qui nous permet d'avoir des choses assez complémentaires et assez rares, c'est d'être à la fois un organisme de recherche, de formation, mais qui fait aussi de l'opérationnel sur le terrain, et qui publie quand même énormément, et chaque action complète l'autre, et donc ça nous donne un système complémentaire très intéressant, et on a aussi l'opportunité d'avoir une approche pluridisciplinaire, ce qui là aussi nous permet de faire des avancées, c'est-à-dire pas avoir une réflexion uniquement technique, mais de bien nous préoccuper notamment de questions sociales. Et puis on a un cadre scientifique qui est l'étude des matériaux, l'étude du patrimoine, et tout cela pour aussi donner de l'habitat, qui est quand même une préoccupation essentielle. Les tout débuts ont été plutôt basés sur cette question de patrimoine, quand même, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à comment ce patrimoine, on allait pouvoir le maintenir, comment on allait pouvoir l'entretenir, le réhabiliter quand il fallait, le mettre aux normes d'aujourd'hui, qui est une question qui est de plus en plus importante, notamment avec les questions énergétiques et d'économie d'énergie que l'on doit de plus en plus respecter. On s'est préoccupé aussi d'expérimentation, restauration de surface, qui pose des problèmes particuliers, et donc on a mis au point tout un tas de techniques qui permettaient donc de protéger, de préserver ce patrimoine, avec des applications justement pour garder l'aspect pur de cette matière terre qui est particulièrement intéressante. Dans les années 80, on a eu aussi l'occasion de faire un premier travail assez important en lien avec différents architectes. C'est un programme de 64 logements qui a été fait à Villefontaine, donc c'est dans l'Isère, et qui s'appelle le domaine de la terre,
qui a par la suite inspiré d'autres personnes. Et donc, on a été amené à assister un certain nombre de personnes qui ont fait, et certaines personnes font des choses, certains architectes, des entreprises se sont montés de façon à pouvoir répondre aussi à des demandes à différents endroits de la France et ailleurs dans le monde. Une des dernières réalisations que l'on a eu à faire, qui a été faite par des collègues, c'est le conservatoire européen des échantillons de sol, qui a été construit dans la région d'Orléans et qui a été inauguré l'année dernière. Notre préoccupation, ça a quand même été plutôt les questions d'habitat social. Toujours l'idée de Cratère, c'était quand même, est-ce qu'on peut résoudre tous ces problèmes de logement qui existent dans le monde entier? Et un des premiers programmes sur lesquels on a eu à intervenir, c'était dans l'île de Mayotte. Alors c'était une île française, et un programme sur lequel on a pu développer, je dirais, des technologies, former des gens qui ont dans un premier temps permis de faire plus de 5000 logements en 15 ans, et puis encore 10 000 logements qui ont été faits par la suite. Non seulement du petit logement, comme vous voyez ici sur les images, donc des maisons de base extrêmement simples, mais aussi donc avec des développements possibles sur de l'habitat locatif, et quelques infrastructures publiques, des lycées, y compris la tour de contrôle de l'aéroport, des écoles. La préfecture ont été faites en utilisant de la terre, alors mélangée avec d'autres matériaux, notamment de la pierre, puisqu'il existe aussi de la pierre à Mayotte qui a été mise en valeur. On a collaboré aussi avec d'autres architectes, notamment l'architecte Joseph Colzani à Toulouse dans les années 90, qui a fait des réalisations assez intéressantes. Sa propre agence d'architecture, sa propre maison avec des voûtes et des coupoles assez intéressantes. Et puis l'IUT de Blagnac était aussi une réalisation assez exceptionnelle déjà à cette époque-là, avec justement des jeux de briques, où on retrouve un petit peu des inspirations justement qui ont sous-tendu le travail de Mario Botta, même si bon, je pense que c'est pas tout à fait encore le même niveau. Je dirais que c'était une période un peu technologie appropriée. À cette époque-là, on avait cette idée que la technique allait résoudre avant tout les problèmes. Et donc on arrivait souvent avec des idées un petit peu préconçues. On amène une machine, on va faire des briques, on les comprime, ça fait un peu moderne et on va résoudre les problèmes avec ça. Donc on a fait pas mal de réalisations avec ça, un petit peu partout dans le monde, principalement en Afrique, mais aussi en Inde et en Amérique latine, avec des recherches essentiellement technologiques. On cherchait un petit peu la performance, parfois même la surperformance. On voit ici des réalisations donc, en Somalie, avec tous ces grands arcs de structures qui faisaient plus de 7 mètres de portée. Bon, ça tenait, ça marchait, mais techniquement, c'était un petit peu compliqué à faire pour les gens. On a fait des choses aussi en Arabie Saoudite. Vous voyez le bâtiment carré en bas à gauche, avec juste au-dessus la vue intérieure de ce bâtiment-là. La maison 24 heures au milieu, qui a été faite justement en 24 heures, qui est un peu une démonstration faite avec des étudiants. Et puis une autre réalisation au niveau du Nigeria. Sur ce, on a à un moment donné eu aussi d'autres sources. On a été sollicité de façon assez différente. On a été sollicité par un organisme qui s'appelle l'ICROM, qui dépend de l'UNESCO et qui est orienté principalement sur les questions de conservation du patrimoine. Alors, ce n'était pas tout à fait notre intérêt au départ, la conservation du patrimoine, mais on s'est dit, bon, le patrimoine, c'est important, c'est intéressant, et il faut aussi qu'on arrive à le valoriser. Donc on s'est lancé aux côtés de l'ICROM, JCI, le Getty Conservation Institute aux États-Unis, avec lesquels on a monté notamment tout un tas de formations pour permettre aux directions du patrimoine de pays du monde entier d'avoir de meilleures connaissances sur l'architecture de terre. Donc on a eu à travailler en Iran sur la ziggourate de Chogha-Zanbil, à Oman sur le fort de Balak, qui est une réalisation assez exceptionnelle de par sa dimension, avec, vous voyez, les tours qui font plus de 25 mètres de haut, c'est assez gigantesque et ça pose des problèmes de conservation assez importants. Le site de Chan Chan au Pérou, qui lui a des spécificités assez extraordinaires justement sur les jeux de briques qui étaient déjà connus donc il y a plus de 2000 ans, et donc les maçons de cette époque possédaient des savoirs absolument exceptionnels, y compris d'ailleurs dans certains cas sur des questions de peinture faites uniquement avec les matériaux terre. Et puis des expériences
comme à Tombouctou, où à Tombouctou, on a eu un peu un choc, parce qu'à Tombouctou, on a eu à travailler avec une corporation de maçons. Alors une corporation de maçons, c'est quelque chose qui est organisé un petit peu comme chez nous, à l'époque médiévale, on avait aussi des corporations, et avec des savoirs assez extraordinaires, des connaissances particulières, l'utilisation de matériel aussi très spécifique, des façons de travailler que nous, on n'aurait pas utilisées, mais en fait qui nous ont appris beaucoup de choses, qui nous ont surtout appris le respect de cette intelligence qu'on pouvait avoir au niveau local, de la meilleure utilisation des ressources locales et de cette expérience, je dirais, un peu millénaire que l'on pense absolument nécessaire de reconnaître de plus en plus aujourd'hui. Si on cherche à faire des choses comme ça ex nihilo ou à apporter des choses avec tout le bon savoir que l'on va avoir, probablement on va se tromper, alors que les solutions peut-être existent déjà sur place. Peut-être il faut les améliorer, mais réfléchissons en travaillant avec les acteurs locaux de façon à développer des solutions qui bénéficient de tout ce savoir ancestral. Alors sur ce, on a eu à faire des programmes régionaux en Afrique, en Asie centrale. J'ai un peu inversé mon discours, excusez-moi, mais donc tout cela nous a beaucoup plus sensibilisés. Le fait de travailler notamment aux côtés de l'UNESCO nous a beaucoup plus sensibilisés à cette question de l'organisation sociale, la production, l'entretien. Vous voyez sur l'image en haut à droite de paniers qui volent, où on envoie le mortier comme ça, et qui permettent une efficacité sur les chantiers qui est absolument incroyable. Ce sont des choses qu'on ne pourrait absolument pas imaginer, mais ça, c'est une image, c'est un peu un détail. Il y a beaucoup d'autres choses derrière qui sont aussi des choses dont on peut nous apprendre et qu'on pourrait d'ailleurs nous apprendre, y compris dans nos propres contextes, sur la façon dont les gens arrivent à s'organiser pour résoudre leurs propres problèmes, notamment sur ces questions de gestion participative des projets. Alors ça nous a amené à réfléchir un petit peu différemment, parce qu'on n'a jamais non plus complètement abandonné ces questions d'habitat très très économique, et on a eu une opportunité assez intéressante d'un travail avec la FAO, le Food and Agriculture Organization, donc un projet au Niger, où on devait travailler sur des questions d'infrastructure et d'amélioration de l'habitat, où en fait, l'idée c'était de répondre au désir de modernisation des populations, tout en valorisant les cultures locales. En fait, sur un tout petit projet, sur un tout petit territoire de quelques centaines de kilomètres carrés, on a été amené à proposer 5, 6, 10 solutions différentes qui correspondaient chacune à des conditions particulières de certains villages. Certains villages étaient à des niveaux tels que la chose qu'on pouvait le plus facilement apporter, c'est leur donner une charrette. Simplement parce que cette charrette allait leur permettre d'aller faire 2 km et aller chercher la terre de bonne qualité qui puisse ramener à l'endroit du village et commencer à construire en terre. Donc il y avait comme ça différents niveaux de réponse par rapport à une analyse extrêmement fine qui avait été faite de chacun des contextes. Après, on avait des constructions scolaires, donc on a fait un certain nombre de choses, on a fait des voûtes, des coupoles, mais les gens voulaient des toitures plates, donc on a réfléchi à tous les systèmes permettant de résoudre cela. On a donné un catalogue aux gens pour qu'ils puissent choisir, et c'est un projet qui jusqu'à présent fonctionne un petit peu tout seul. Un autre choc qu'on a eu aussi, c'est le séisme de Bam en Iran, où en fait on nous a invités à venir travailler donc sur la citadelle de Bam, mais aussi en parallèle sur les questions d'habitat. Alors on a donné une réponse, on a apporté une réponse, mais les gens étaient pas prêts. C'est pas que les populations n'étaient pas prêtes, mais c'est plutôt qu'au niveau de l'État, les gens n'étaient pas prêts. Et en fait, pour la petite histoire, je rentre d'Iran là, et donc le Islamic Housing Foundation, qui est chargé de faire tous les projets d'habitat social et d'amélioration de l'habitat dans tout le pays, vient de nous dire, pour BAM, on s'est trompé. Et maintenant, on veut que vous reveniez et on va travailler avec vous pour justement développer des choses. Donc, ce qui implique aussi que toutes ces solutions qu'on propose, ne c'est pas non plus si simple que ça de faire passer l'idée. Il faut beaucoup de persévérance, de temps pour pouvoir démontrer que les idées sont intéressantes. Sur ces bases-là et sur cette réflexion plus particulièrement sur ces questions parasismiques qui sont quand même assez compliquées et assez désastreuses, on le voit malheureusement assez régulièrement, on s'est plus penché sur cette question de disposition parasismique traditionnelle,
Et donc on est en train de travailler sur un catalogue de toutes les choses qui sont possibles et qui existent dans le monde entier, de façon à ce qu'elles soient connues, reconnues. Et on travaille avec des laboratoires qui vont permettre de aussi mesurer, parce qu'en fait on a aussi un problème, c'est que toutes ces technologies traditionnelles, on sait qu'elles peuvent fonctionner, mais on ne sait pas les calculer. Et donc on est en train de faire des travaux avec le laboratoire 3SR de l'école d'architecture de l'université de Grenoble, qui nous aide donc à aussi pouvoir donner des chiffres de façon à ce qu'on puisse répondre aussi à la demande des institutions d'avoir des notes de calcul qui permettent de certifier les produits qu'on propose. Alors ceci nous amène en fait à l'idée de diversité de propositions. Je dirais là encore peut-être un point commun avec Mario Botta, je ne sais pas s'il se reconnaît là-dedans, mais en fait on considère qu'en faisant ces études assez pointues au niveau local, on va faire sortir de terre et avec les populations locales, les techniciens locaux, des choses qui sont complètement différentes. Et donc l'image que je vous montre essaye de montrer un petit peu cette idée d'une diversité assez forte de types de solutions qui sont autant de réponses possibles à des contextes qui eux-mêmes sont différents. Alors l'illustration que je voudrais donner un petit peu plus longue, c'est le travail que l'on a fait à Haïti en 2010. Alors il s'est trouvé qu'à Haïti, en février 2010, il y a eu un drame, c'est qu'énormément de maisons se sont écroulées. Malheureusement, plus les maisons en béton, les maisons que pourtant les gens s'étaient arrachés pour payer quelques sacs de ciment, mais le sable n'est pas de bonne qualité, le gravier n'est pas de bonne qualité, les savoir-faire sont pas très bons, et finalement tous les gens qui avaient essayé d'évoluer vers une maison en béton qui était le modèle un petit peu moderne que tout le monde désirait, se sont écroulés, et les gens, vous imaginez ce qui leur est arrivé. Et on s'est rendu compte que les maisons traditionnelles qui étaient un petit peu déconsidérées, qui étaient essentiellement faites avec du bois et remplies avec des matériaux pris localement, la terre bien entendu, mais parfois c'est la pierre, des fois des mélanges des deux, ont beaucoup mieux tenu. Et donc on a, je dirais, avec différents partenaires, lancé un travail de repérage de tout ce qui avait bien tenu. Donc on voit ici des maisons qui avaient résisté au séisme. Et donc on est parti sur cette étude et de façon à développer des propositions, des modèles qui permettraient d'aller vers ça. Avec les questions, c'était aussi des questions qui sont importantes, c'est quels sont les besoins d'innovation, est-ce qu'il y en a, lesquels, quelle compréhension aussi on va pouvoir avoir de la part des personnes qui sont en besoin de ces innovations, et est-ce qu'ils ont aussi les capacités de les utiliser. Ce n'est pas le tout d'apporter des idées techniques, mais si les gens ne sont pas capables de les mettre en œuvre à grande échelle, on va donner des coups d'épée dans l'eau, ou on va faire comme ce qui se fait assez souvent, c'est qu'on résout les problèmes d'environ, avec toutes les organisations internationales présentes sur des séismes du genre, résoudre les problèmes d'environ 10% de la population, et les 90 autres pourcents, on ne sait pas ce qu'ils font, quoi. Alors que si on fait des solutions qui sont au niveau de tout le monde, ça permet, je dirais, à tout le monde, indirectement, de pouvoir en bénéficier. Alors, y compris donc ce travail que l'on avait fait nous avait permis de nous rendre compte que, un petit peu à l'instar de ce que j'ai cité tout à l'heure sur notre région Rhône-Alpes, les gens s'organisent entre eux quand ils construisent une maison. Donc, il y a un système qu'on appelle le système de Combit, qui est une réunion de plusieurs familles et qui permet donc de successivement construire sa maison. Donc on a essayé de structurer tout le travail que l'on a eu à faire, notamment avec l'organisme Misereor, que je tiens à remercier parce qu'ils ont été très engagés sur ce travail-là, qui est un organisme allemand, qui a beaucoup soutenu tout ce travail que l'on a eu à faire. Et donc on a pu lancer en 2010 donc une première phase opérationnelle de 400 maisons. On est aujourd'hui à plus de 2000 maisons réalisées directement et indirectement avec des gens qu'on a eu à former et des gens avec qui on a collaboré, plus de 4000 maisons sur ce travail-là. Donc vous voyez ici, là encore, une diversité de formes de maisons, parce qu'on donnait le choix aux gens, et une diversité aussi dans les matériaux. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ossature bois, mais la photo en haut à droite montre clairement une maçonnerie qui est une maçonnerie de pierre, que l'on a eu à exécuter dans des zones montagneuses qui sont assez peu accessibles. Et les experts qu'on a envoyés là-bas, il leur fallait 2 à 3 jours de marche, dans certains cas, pour pouvoir accéder jusqu'à ces villages. Alors, quelques notes d'actualité, et notamment le Népal, où je pense on va avoir d'ailleurs
le plaisir de travailler donc avec un Airinger qui a aussi été sollicité pour travailler là-bas. Donc on a déjà des personnes qui sont parties sur le terrain là-bas. Et le premier travail que l'on essaye de faire, et je pense qu'à partir déjà de documents comme vous les voyez ici, on peut avoir une première idée de ce qui s'est passé, de deux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les solutions techniques que l'on peut imaginer, à savoir que le mieux étant l'ennemi du bien, de faire une maison qui tienne complètement, c'est souvent tellement cher que les gens n'arrivent pas à se la payer, et que donc on essaye aussi de réfléchir à des maisons un peu fusibles, c'est-à-dire des maisons qui ne tuent pas, c'est-à-dire qui se tiennent elles-mêmes. Et donc on voit sur ces images, c'est pas encore complet l'étude que l'on a pu faire, on voit qu'un certain nombre de choses tiennent. Alors là encore, la démarche, c'est qu'est-ce qui tient pas, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut renforcer ce système de fusibles en faisant des petites améliorations, sachant que pour que ça marche, il faut qu'on se place au niveau accessible aux populations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles pourront faire elles-mêmes. Il faut qu'on pense aussi qu'on va pouvoir, et là à nouveau on a des modèles, on va ne pouvoir construire qu'une ou deux pièces avec l'aide internationale et que les gens vont devoir agrandir, ou pouvoir agrandir surtout. Donc ce qui implique aussi une réflexion sur quelle conception on a de ce module de base, de façon à pouvoir par la suite l'agrandir, notamment sous forme d'appentis, qui est une pratique assez courante sur toute la péninsule de l'Inde. Donc voilà. Autre actualité de nos activités, c'est un travail que l'on fait au Sénégal à la demande du ministère de l'Environnement. Alors là, c'est vraiment très technique, c'est un petit peu inverse de ce que je disais. Donc c'est la création aussi de nouveaux produits qui répondent aussi à des nouvelles demandes. Et on se pose ici en Europe d'énormes problèmes sur les questions énergétiques. On cherche donc à mieux isoler les logements. Le problème se pose de façon de plus en plus aiguë aussi dans les pays du Sud qui ont tendance à climatiser de plus en plus, ce qui pose un problème énorme de production d'électricité. Et beaucoup de pays sont aujourd'hui victimes d'incapacité à suivre la demande. Et donc les ministères de l'habitat, mais aussi de l'environnement, donc se posent la question. Et donc le travail que l'on est en train de faire au Sénégal, c'est sur la valorisation d'un roseau qui est imputrescible. Et donc on essaye de fabriquer à partir de ce roseau des produits qui soient isolants et qui puissent... Alors là, on ne fait pas vraiment d'architecture, on imagine que ces produits pourront être utilisés pour isoler de l'existant ou pour être isolés, ou pour isoler, enfin, participer à l'isolation de nouveaux bâtiments. Autre actualité, c'est aussi le Mali. Donc on est assistant technique auprès de l'UNESCO pour la reconstruction des mausolées de Tombouctou et puis l'entretien plutôt du tombeau des Askia de Gao. Alors c'est un retour un petit peu à une source qui nous a été chère, puisque Tombouctou, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été un choc assez intéressant pour nous. Et là, vous voyez un monsieur avec un chapeau habillé en blanc. C'est le chef de la corporation des maçons qui est en charge de la reconstruction des mausolées. Notre rôle, il est plus d'accompagner, de donner une certaine finesse à ça, de les aider à retrouver certains savoirs ancestraux que l'on a pu retrouver, puisque certains mausolées datent de 400-500 ans, c'est pas tous le cas, mais certains, et donc c'est aussi l'occasion de revisiter un petit peu certaines des techniques anciennes. C'est aussi se préoccuper de bien conserver tous les bons côtés de l'architecture traditionnelle, et notamment pour ce qui était le tombeau des Askia, s'assurer que les travaux soient faits dans l'esprit collectif. Et notamment, donc, il y a un travail qui se fait au niveau de toutes les mosquées et mausolées de crépissage. Donc ça dépend des lieux, chaque 2 ans, chaque 4 ans, toute la population se rassemble, et donc c'est l'occasion d'avoir un travail collectif, mais aussi rassembleur autour de cet événement-là. Et ce qui était intéressant à Gao, c'est qu'on a pu donc avoir participation de tous les groupes ethniques différents qui composent la ville, qui sont assez nombreux. Et vous voyez l'image en bas à droite, où donc tous ces chefs se sont rassemblés pour venir symboliquement parler de réconciliation aussi autour donc de la conservation du tombeau des Askia. Autre actualité, donc c'est la nomination patrimoine mondial de l'UNESCO de la ville de Yazd en Iran, une ville
qu'on connaissait déjà, mais dont on n'avait pas l'idée de la dimension, qui est absolument extraordinaire. Plus de 5000 maisons avec des capteurs de vent. Enfin, c'est une architecture absolument étonnante, une vraie leçon d'architecture. Actualité aussi, et c'est en cours de préparation, c'est un festival que l'on fait chaque année, auquel je vous invite. Ça se passe aux Grands Ateliers à Villefontaine, et donc c'est la semaine prochaine. Festival qui nous a permis de développer beaucoup de réflexions au niveau pédagogique, et qui a débouché sur un projet initiative d'avenir qui s'appelle Amaco, dont je pense qui pourrait intéresser certains d'entre vous sur ces questions de pédagogie liées aussi à la connaissance de la matière. Dernière actualité, c'est l'année prochaine, donc on organise en 2016, juillet 2016, un grand congrès international, je dirais mondial, puisque tous les continents seront représentés. On a eu 45 pays qui participent actuellement, et donc on attend 800 personnes à ce congrès qui se tiendra donc à Lyon en 2016. Et on a la chance d'avoir en même temps un appui du musée des Confluences pour monter des expositions, et y compris donc on essaye de construire un prototype au niveau du musée des Confluences pour pouvoir montrer, je dirais, toutes les possibilités contemporaines de l'utilisation de la Terre. Voilà, j'ai quasiment fini. Juste pour vous inviter, comme c'est très court, à aller visiter notre site web. Vous en avez, en fait, il y en a deux. Il y en a un sur lequel vous pouvez télécharger toutes nos publications, puisqu'il y en a énormément. Et puis donc un deuxième qui s'appelle tout simplement www.cratère.org, sur lequel vous avez de l'information un petit peu générale sur nos activités, mais plus largement sur l'architecture de Terre. Voilà, et je ne résiste pas de vous montrer cette image de Yazd en Iran, qui est une coupole faite exclusivement avec de la terre, qui est d'une finesse quand même absolument remarquable, et qui prouve que la terre reste un matériau, a été et peut toujours être un matériau qui permettra de faire des choses fantastiques. Merci de votre attention. Bonjour et merci à Fondation Hermès pour l'invitation. I'm sorry, I have to speak in Désolé, English. je My parle French is anglais, really je bad. parle mal le français. But it's C'est vraiment un grand plaisir plaisir d'être ici à là Paris. avec vous. I also want to Et je thank the remercie Fondation la Hermès for Fondation putting Earth as a Hermès topic d'avoir for this fait de conference, la because Terre it's le a thème de jewel cette that is conférence. C'est mostly un matériel neglected très in the world, négligé but it's a maintenant, wonderful mais material. c'est It's good merveilleux that we comme can talk matériel. Et about c'est the bien de beauty pouvoir of parler de la this beauté material. de la Terre. L'architecture est un instrument pour améliorer la vie. C'est ma devise en tant qu'architecte. On peut façonner la société aussi. Cette image est un peu polémique. Bien entendu, c'est magnifique la Tour Eiffel, mais on critique la Tour Eiffel parce que personne n'y habite. Et la tour nécessite beaucoup de ressources. Combien de tonnes d'acier, j'en sais rien. Pour ma génération d'architectes et pour la génération à venir, le défi principal est de construire des habitations pour 7 millions de personnes, et de manière à ne pas trop exploiter les ressources de la planète, et pour ne pas épuiser ces ressources, et d'encourager la justice sociale, et puis améliorer la diversité culturelle et l'identité culturelle. J'ignore combien d'architectes peuvent accéder à un endroit et comprendre les matériaux et creuser la terre, ça a l'air bien, et construire de belles maisons. Et 3 millions d'habitants de cette terre peuvent le faire, et je suis vraiment fasciné par cela. C'est vraiment un grand potentiel. On peut aller sur place, chercher les ressources disponibles localement, et avec votre propre énergie, vous pouvez créer des espaces fantastiques, comme cet exemple à Yémen. La terre, c'est pas seulement pour des espaces ruraux, des petites cabanes, mais c'est même pour des palais. Des palais ont été construits en terre, et des bâtiments publics, des espaces urbains également.
J'habitais à Bangladesh quand j'avais 19 ans, pendant un an, en tant qu'étudiant pour une ONG, étudiant en développement, et par ailleurs, j'étais touché par ces maisons en terre ici à Bangladesh. Vous les voyez en bas. C'est une tradition dans ce pays où vous avez une maison en bambou, mais la tendance actuelle, comme dans d'autres pays, ces matériaux anciens très beaux vont être remplacés par des matériaux industriels, et ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Ces bâtiments ont perdu l'identité. Ils pourraient être n'importe où dans le monde. Il y a un changement sur le plan économique. Les artisans peuvent le faire eux-mêmes, et les bénéfices maintenant vont entre les mains de quelques personnes qui sont propriétaires des usines. Et aussi sur le plan du climat, c'est une grande différence, le fait d'habiter une maison en terre ou une maison en béton ou en briques ou en tôle. Bien entendu, il y a la question écologique, il y a l'impact écologique lié à ces changements. Voilà, quand je vais dans le nord de ce pays, on passe par à côté de milliers d'usines en briques et en tôle. Cela me fait mal. Pourquoi toutes ces émissions carbone? Pourquoi me consacrer toute cette énergie à ces bâtiments? Pourquoi pas accepter les choses telles qu'elles sont? C'est même mieux du point de vue du climat. Il y a un équilibre entre le climat humide et les matériaux. Pourquoi pas utiliser les technologies déjà disponibles et construire des maisons écologiques comme les hommes font depuis des siècles? J'observais la situation dans ce pays. Les techniques locales sont vraiment modestes, sont simples, pas très développées, je pensais. Et quelle est la raison pour laquelle les gens ne font pas les choses mieux? Ce qui manque, à mon avis, c'est la confiance en ces matériaux. Par ailleurs, on ne voit pas la valeur de ces matériaux, c'est simplement de la terre. Et on achète d'autres matériaux, par exemple le béton ou la tôle. Vous venez de l'extérieur, vous avez un rôle différent si vous n'êtes pas de la société locale, de la communauté locale. Et je pense qu'on peut contribuer en tant que quelqu'un d'extérieur. On voit la beauté dans les choses très ordinaires. Et par ailleurs, on tente de gagner la confiance des gens et encourager la confiance dans les matériaux locaux qui peuvent permettre de bâtir de belles maisons. Eh bien, voilà la tâche que j'ai vu, mon rôle à Bangladesh, à mon avis. Et je pensais comment changer la valeur de ces matériaux, l'image de ces matériaux. Et une chose, eh bien, c'est peut-être bien de montrer des projets pilotes qui sont beaux, qui peuvent motiver les gens à voir que ces matériaux simples, pauvres, il faut les voir autrement. Cela, c'était l'Université des Arts à Linz. Il s'agit d'un bâtiment pas très intellectuel, très simple, très basique. Je me rappelais des espaces que j'appréciais. Voilà, le client avait une école où les gens se sentaient bien, et j'ai essayé de me rappeler des espaces que j'aimais bien quand j'étais enfant. Je suis allé avec ma fille et j'ai présenté des textiles pour créer des espaces vraiment intimes. Le sol, j'ai cherché à créer une ambiance très confortable, accueillante. Et voilà l'élément aéré du bambou, ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer les possibilités du bambou. Et le bâtiment crée cette ambiance, et c'est vraiment une bonne ambiance pour l'éducation. Quand je commence un projet, je regarde trois aspects. Je cherche les matériaux locaux au Bangladesh, c'est le bambou, la paille et la terre. Et je cherche également les ressources énergétiques locales et aussi la main-d'œuvre, les animaux, les buffles. Et on avait seulement 4 machines pour ce bâtiment. Le reste a été fait manuellement. Et je cherche également du côté de l'expertise locale
Mais j'ajoute à cela toute la technologie, le savoir-faire disponible globalement, et j'estime que l'information doit être partagée globalement, mais le reste est très bien sur le plan local et toute cette expertise locale peut être adoptée. Et c'était un processus très simple. Il y a une règle dans ces structures. Il faut de bonnes bottes, de bons fondements et des murs solides. Et voilà ce que nous avons fait. Les bases étaient bonnes, le fondement était bon. On a mélangé cela avec la paille pour renforcer les murs. Et il s'agit d'une technique très ancienne utilisée en Europe également. Et il s'agit de couper dans les formes voulues. Et les seuls outils, c'était vraiment cela, plus des buffles. Pour l'exécution, j'avais un partenaire, Keroso, qui était en charge du côté technique et de la planification. L'école a été construite sur 6 mois, mais avec une pause. Les enfants, voilà, ce sont les noms des enfants sur les portes. La tradition dans les zones rurales, c'était s'asseoir par terre. On a maintenu cette tradition dans cette école. Vous voyez un trou dans le coin. On entre dans ces salles, dans une cave. La philosophie de l'école, c'est comme l'école Montessori. Les enfants ont plus de temps. Enfin le rythme respecte le rythme des enfants, voulu par les enfants. Certains enfants sont plus rapides. Quand les enfants terminent, les enfants, par exemple, commencent à devenir énergétiques et peuvent déranger les autres. Et font pression sur les autres parce que les autres sont plus lents. Maintenant, au lieu de s'exciter, les autres enfants peuvent aller dans une autre salle, la salle caverne, pour ainsi dire. Les autres peuvent continuer à travailler. Et aussi de petits travaux d'équipe. On peut diviser la classe en plusieurs parties. Et voilà, dernier étage avec un sol en terre, avec les textiles. Ce sont des éléments que je trouve dans les villages et je les ai adaptés d'un autre style dans ce bâtiment. Ce que j'ai compris quand j'ai construisais cette école, tout d'abord, ce qui compte, ce sont les résultats, le bâtiment, mais en réalité, j'ai compris que le processus est tout aussi important que le résultat. Et nous avons souvent seulement conçu le bâtiment, mais quand on a bien conçu le processus, eh bien, de cette manière, on peut créer une communauté autour du bâtiment. Les ouvriers venaient de petits villages, ce sont des travailleurs humbles, très en bas de l'échelle sociale, d'autres étaient des menuisiers, etc. Mais l'image était très mauvaise, mais certains travailleurs n'avaient même pas de catégorie professionnelle. Lors du processus de construction, il y a une formation. À la fin les ouvriers ont reçu un certificat et pour la plupart, c'est le premier certificat qu'ils ont obtenu de toute leur vie. Ils sont très fiers maintenant. Ils mettent sur le mur de leur maison, à côté des stars de Bollywood, les enfants s'appliquaient dans le processus de la construction. On leur donnait de vraies tâches. On aimerait faire ça en Europe. On a tendance à amuser nos enfants à côté de la vraie vie, mais j'amène mes filles à des sites de construction. Ma fille aime ça. C'est vraiment un merveilleux sentiment. Vous avez construit votre propre école. C'est pas simplement le fait de s'amuser. Vous avez vraiment un espace pour construire. Et les enfants ont fait un travail réel, pas dur, mais avec l'argile, avec la terre, on peut jouer, on peut travailler de manière vraiment amusante. Se salir les mains, c'est marrant pour les enfants. Ici, par exemple, les enfants construisent la porte. Ce n'est pas un travail très dur, mais c'est un travail utile. L'autre bâtiment, c'était un bâtiment multifonctionnel pour l'habitation. Là, on voit comment la classe moyenne dans les zones rurales peut fonctionner. C'était un projet pilote, c'était totalement différent.
j'étais vraiment anxieux. Je voulais que cela ressemble à ma conception. Je n'avais aucune idée comment ce bâtiment allait terminer. J'avais le sentiment de comment cela allait paraître, mais chaque jour, je m'assoyais, je dessinais sur le papier, j'ajoutais de nouvelles informations. Il n'y avait pas de premier étage au début, il n'y avait pas de section clairement définie. Tout s'est fait au fur et à mesure. C'était un processus fondé sur la confiance avec nos artisans. J'étais plutôt comme chef d'orchestre et les artisans, c'était des instruments, c'était des musiciens. Et voilà, c'était vraiment une expérience intuitive fantastique. C'était un processus, c'était une expérience merveilleuse pour moi. Voir un espace encore plus près de la mentalité et de la vie locale et l'utilisation des espaces dans leur vie quotidienne des habitants. Et on a tenté par ailleurs de bâtir sur 2 étages, Bangladesh. Eh bien, dans ce pays, la terre est très précieuse et il y a une pénurie de terre, d'espace, et les gens doivent aller dans les villes pour travailler parce qu'il n'y a pas assez de terre pour nourrir les familles. Il y a 90 millions de personnes dans les zones rurales de ce pays, la majorité sur un étage, mais c'est un petit pas en avant. Ça ferait une grande différence d'avoir plus d'espace. Cela laisserait l'espace pour un jardin potager. Et donc cela réduirait la pression sur les grandes villes où il manque la bonne infrastructure pour satisfaire les besoins quotidiens de la population qui vient des zones rurales. Les femmes sur le site, encore un grand thème. J'ai pas réussi pour le premier bâtiment, deuxième, oui. J'avais les étudiantes avec moi, de belles filles, les ouvriers, vraiment, c'est ce qu'ils étaient. Bon, ils faisaient du charme, beaucoup de charme sur le site. J'ai compris. D'après les expressions, les femmes des ouvriers, eh bien, j'ai compris que les épouses, il y avait une certaine friction à l'intérieur des familles, à l'intérieur des villages. J'ai compris qu'il faut que j'intervienne. J'ai embauché les épouses des ouvriers et les ouvriers n'étaient pas du tout contents de ce fait, d'avoir les épouses sur le site. Mais après un certain temps, après 2 ou 3 semaines, ils ont fait du charme à leurs propres épouses. C'est merveilleux, c'est ce qu'on fait. Généralement, ce n'est pas très ouvert, les sociétés musulmanes et hindouistes. J'ai vu l'influence des sociétés des villages, prendre le thé en public. Pour les femmes, c'est très inhabituel. Alors, cette société. Voilà un autre projet avec Martin Rao. C'était à l'université Harvard, le Graduate School of Design à Boston, aux États-Unis. Je crois que le problème essentiel qu'on affronte dans les structures urbaines, les gens ne font pas confiance à ces matériaux. Ces matériaux sont considérés comme vulnérables. Et cette perception, je vois d'après mon travail, la partie construction, c'est pas le plus difficile, mais cela nécessite beaucoup d'efforts pour convaincre les clients à avoir confiance en ces matériaux. Une solution, c'est d'apprendre aux gens comment construire avec ces matériaux, de le faire dans les lieux publics où les gens peuvent toucher les murs, où ils peuvent sentir cette force et la beauté de ces matériaux. Avec des étudiants, en fait, ce sont les étudiants qui voulaient se salir les mains. C'était bien. 150 étudiants et professeurs voulaient participer et voulaient élargir le bâtiment existant et créer une petite installation à l'extérieur. Voilà la partie principale de l'école de design de Harvard. C'est un endroit bruyant, venté, c'est froid. Donc, nous voulions montrer aux étudiants cela même à l'intérieur d'une université prestigieuse. Ce n'est plus une garantie aujourd'hui. Il faut définir les problèmes que vous affrontez. Il faut beaucoup de créativité dans les espaces urbains aujourd'hui pour définir le problème, concevoir un projet, trouver les ressources, créer l'environnement, l'embellir. C'est un des grands défis aujourd'hui. Nous voulions créer un meilleur espace en dehors de la
2005. And we had Nous design threads with faculty members and avons students travaillé all avec des together, professeurs, and my des colleague étudiants Martin Raff from Austria, et Martin who is an Raff, expert in rammed earth, qui was est coming in. expert en And then matière de together we terre. built, Et ensemble, 60 nous avons tons of earth construit, and enfin utilisé 60 tonnes in a de more terre. structural way. And the nice thing was Et usually ce qui était there bien, is not et really an habituellement, interaction between il n'y a pas university d'interaction and entre public l'université et le from Cambridge, public de Boston. Cambridge, But Boston. here you Mais could dans see ce the cas, children on were voit les coming, enfants people qui were venaient. reading books, Et professors on lisait les livres, les professeurs organisaient des réunions pendant les déjeuners, les étudiants se réunissaient, des sans-abri venaient, ce qui est inhabituel pour Harvard. Et c'était vraiment bien de voir comment tout d'un coup le public interagit avec le projet. Ce qui était passionnant aussi, l'argile était vraiment gris comme la façade en béton. Du point de vue visuel, on ne voyait pas la différence, mais ce qui est intéressant, les gens constamment touchaient les murs de manière intuitive. Tout d'un coup, ils ont compris. Pour moi, c'est une expérience importante. On voit l'architecture, c'est pas seulement une question visuelle, il y a d'autres sens qui entrent en jeu. La vulnérabilité, c'est considéré souvent comme quelque chose de négatif. Et parfois, les professeurs voient ces matières de cette manière. Bon, souvent, le béton consiste en 12% des matières utilisées. Ce n'est pas mon approche. Je ne sais pas pour vous, mais à mon avis, c'est très important également d'accepter la vulnérabilité, ne pas voir la vulnérabilité comme un problème, mais comme un potentiel. C'est fascinant que partout la Terre, que la planète est différente. Les couleurs sont différentes, le contenu est différent, le mélange est différent avec des pierres ou pas. Automatiquement, il faut adapter la technologie à la Terre, aux caractéristiques de la Terre locale. Ensuite, le climat est différent partout dans le monde. On prend la vulnérabilité, plus le climat, automatiquement, vous avez des périmètres qui définissent un langage unique d'architecture. Et habituellement, en tant qu'architecte, on essaie de créer quelque chose d'extraordinaire, de passionnant. Et là, cela vient naturellement. On accepte la vulnérabilité, le climat, et on prend les faiblesses des matériaux. Et on accepte et on crée quelque chose de très authentique. Voilà un projet à Thaïlande. L'idée, c'est une nouvelle image. Et bien, qu'est-ce qu'on voit dans de nombreuses villes chinoises? On voit des structures en béton de ce genre. La Chine a consommé depuis 3 ans autant de béton que les États-Unis. Pendant tout le XXe siècle, la demande est immense en Chine, et bien entendu d'acier également. Et c'est dramatique. Les ressources en matière de terre sont les meilleures du monde et la tradition sont très fortes. Il y a aussi le bambou partout en Chine. Quand on voit le village, on a fait ce bâtiment. Il y a ces structures en terre qui sont anciennes, adaptées au climat, mais les gens ont honte de ces structures. Ils essaient de les couvrir avec du béton. Quand on pense à la Chine, on pense aux objets bon marché en plastique qui se terminent dans les poubelles après quelques mois. C'est vraiment triste, on voit ce qu'on fait avec leur authenticité du passé, leur force du passé. C'est très important de reconnecter avec le passé, avec les traditions, l'artisanat du passé, avec ces matériaux authentiques. Quand j'étais sur site, ce village est connu pour la céramique. Vous voyez ces structures qui me sont venues à l'esprit, des structures en bambou, le cœur, et on fait en terre et pierre. L'infrastructure comprend l'escalier, c'est une auberge de jeunesse, c'est
un projet pilote attaché à la terre, eh bien, une tente verticale avec des lampes chinoises. Les garçons et les filles peuvent y dormir. Bien entendu, il est difficile d'isoler cette énorme forme. La forme est ovale, comment l'isoler, comment chauffer, mais j'ai observé les habitats. Leurs bâtiments ne sont pas isolés comme chez nous. Ils ne contrôlent pas la température de l'intérieur, mais ils isolent leur propre corps. Ils se chauffent avec du pot de soupe ou de thé, et leurs corps sont isolés. Pourquoi pas faire la même chose? On a nos normes de confort sont différentes d'un pays à l'autre. J'ai créé un espace au rez-de-chaussée. C'était l'espace communal. C'est l'eau chaude utilisée pour les douches et pour une autre source pour les cabinets. Et le soir, les gens peuvent remplir leur sac d'eau chaude. Voilà la source de chaleur pour les gens lorsqu'ils s'endorment. Et ils dorment avec leur sac de couchage. Ils ont leur propre isolement. Donc ça ne doit pas isoler. En été, on fait pousser du bambou à l'intérieur. Il y a le refroidissement par évaporation. Voilà, c'est en construction maintenant. Quand je conçois un bâtiment, je n'oublie pas qu'il s'agit de 7 milliards d'habitants. Le monde ne change pas sur la base de grandes décisions, mais sur la base de petites décisions quotidiennes. Donc cela compte la manière dont on conçoit les bâtiments. Il faut tenir compte de cette situation. Quand on utilise les matériaux locaux, on utilise la main-d'œuvre locale, automatiquement on distribue les ressources de manière plus équitable. Quand on fait nos conceptions, cela façonne la société. Le matériau choisi définit qui bénéficie, qui tire les profits de cette situation. Le coût de main-d'œuvre peut être faible, mais en Australie, c'est quand la main-d'œuvre est coûteuse. Comme en Autriche, voilà, c'est un espace ouvert, c'est un espace fluide pour les ouvriers. On a fait des sculptures qui sont vraiment protectrices, intimes, qui permettent de s'évader, de s'éloigner du travail quotidien. C'est une structure en 2 étages. Les murs sont seulement épais de 15 cm. Les techniques étaient très simples, comme des céramiques. Dans de nombreux pays, c'est la technique utilisée. C'est une technique qu'on utilise ici sur l'image à Burkina Faso. Voilà le modèle. Nous avons dû travailler sur une base numérique pour nos ingénieurs. Donc c'était vraiment un défi parce que les ordinateurs ne savent pas traiter la terre, surtout quand il s'agit des murs en argile, en terre. Nous avons réussi. Les piliers ont été construits en Bangladesh par une coopérative avec la main-d'œuvre locale. Donc cela crée des emplois à Bangladesh. Et voilà les espaces très intimes, très privés. Et les verres, c'était fait main également. Chacun peut avoir son propre verre de méditation. Des enfants ont participé. Ils ont frotté la terre à la bonne vitesse pour lisser la surface. C'est un matériel simple, mais cela peut ressembler à des pierres précieuses grâce au travail investi. And then Zeppelin was covered with a silk from a leprosy project in India.
Yes, and the pool area was also shaped out of earth. And of course, it's also very good for the indoor climate in this company building because it can balance the Et ça nous a permis donc d'équilibrer l'humidité. C'est également très très bien pour des raisons acoustiques. Et voilà, je crois bien que c'est la fin de mon intervention. Je pense vraiment que si on considère la beauté pas simplement comme quelque chose d'esthétique, mais aussi comme quelque chose d'harmonieux, comme une harmonie en soi avec le contexte social et avec le contexte environnemental, je pense qu'on peut vraiment créer une beauté qui nous touche pour une très longue période, qui a une force en soi, une certaine authenticité qui peut rester durable, parfois même pendant des siècles. Merci beaucoup. Bonjour, merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à la Fondation Hermès pour cette journée, pour cette invitation et pour son soutien depuis de nombreuses années au programme de la voûte nubienne. Je suis maçon de formation, donc je parle après les architectes avec une approche un peu plus peut-être terre à terre, sans jeu de mots. Pardon. Je vais vous présenter le programme de la voûte nubienne et son implication dans les questions de savoir-faire, tant les savoir-faire techniques que les savoir-faire méthodologiques permettant la vulgarisation de concepts adaptés. La vulgarisation de concepts adaptés à grande échelle étant évidemment un enjeu majeur en termes de développement. Le programme de la voûte nubienne se déploie en Afrique subsaharienne depuis déjà 15 ans. La situation là-bas est, du fait de la démographie et de la déforestation, disparition des ressources ligneuses, le bois, la paille, qui permettaient toutes les architectures traditionnelles, et l'utilisation de matériaux importés absolument inadéquats, principalement la tôle, mais aussi, on l'a dit largement, le béton et l'acier, inadaptés en termes d'économie, inadaptés en termes de confort, de culture, d'impact environnemental et de propositions en termes d'atténuation et d'adaptation climatique. Donc, le programme de la voûte nubienne d'abord, puis peut-être un peu expliquer le savoir-faire technique et le savoir-faire méthodologique. Voilà l'exemple d'une réalisation d'un bâtiment. Une petite anecdote, il y avait un voisin qui voyait construire ce bâtiment. Ce bâtiment, le gros œuvre est entièrement en terre, 100% banco. Et puis ce voisin au Sénégal était parti et revient et trouve ça et demande mais où est le bâtiment en banco que j'ai vu construire? Et quand on lui a dit que c'était un bâtiment dont on avait fait des revêtements ciment de protection, il a refusé de le croire. Et il était furieux et qu'on le prenne pour un imbécile. Il savait bien qu'on avait changé sa maison, que c'était plus la même. Le concept technique voûte nubienne est très ancien, plus de 3000, 4000, 5000 ans, 6000 certains disent, et permet la construction de voûtes en briques de terre crue sans coffrage. La plupart des voûtes nubiennes sont en chaînette, une jolie invention des architectes d'il y a quelques milliers d'années. Mais la voûte nubienne que nous avons voulu vulgariser est un quasi plein cintre. Au départ, je suis arrivé et j'ai fondé ce programme de manière un hasard. J'ai voulu comprendre comment il était possible de construire une voûte sans coffrage et je suis parti au Burkina pour le faire avec un ami paysan. Et au bout de très peu de temps, l'idée que ça pouvait être non pas seulement un happening technique, mais véritablement une proposition à vulgariser à grande échelle s'est imposée. Le matériau terre est extrêmement durable parce qu'il n'a pas de vieillissement chimique à ma connaissance. Il a des vieillissements dus aux érosions. Donc si on arrive, ou bien par des entretiens récurrents, ou par des matériaux durs en extérieur, à bloquer les questions d'érosion, on a un bâtiment extrêmement durable. Évidemment, matériaux locaux, pas d'importation, pas de transformation. Le confort, on l'a dit, le confort thermique, esthétique, architectural.
confort aussi architectural parce que la voûte nubienne permet des toits terrasses et aujourd'hui on construit en R+1, mais il n'y aurait pas de limite, on pourrait monter je pense en R+2. Et puis le côté modulaire, ces bâtiments s'ajoutent les uns aux autres assez facilement dans des économies locales, évidemment, beaucoup de coûts de main-d'œuvre et des coûts de la construction qui sont réinjectés dans les économies locales. Au départ, un programme qui était volontairement dirigé vers les populations rurales, principaux bénéficiaires, eh bien, petit à petit, s'est déplacé vers des populations urbaines, institutionnelles, des besoins pour des bâtiments communautaires de plus en plus nombreux. Donc, je l'ai dit, développement économique local, création de ce qu'on appelle aujourd'hui des emplois verts, des emplois qui s'inscrivent dans une économie verte, l'amélioration de la qualité de vie, bien entendu, et puis les usages communautaires. Aujourd'hui, le programme se déploie dans 5 pays, d'abord le Burkina, puis le Mali, le Sénégal, et puis récemment le Ghana et le Bénin. On a un petit projet aussi en Mauritanie, et sur 14 régions, avec des résultats très intéressants, avec une croissance du marché de 30% annuel tous les ans depuis 10 ans, croissance en termes de développement intéressant, en termes de réalité au regard des besoins et au regard d'un démarrage parti à zéro, quasiment nul. Il faudrait être sur des croissances quasiment de 100% pour commencer à vraiment sentir, je pense, dans les décennies à venir, un déploiement satisfaisant. Je vois que j'ai pas été suffisamment clair. J'ai pas parlé de la méthode. Comment arriver une proposition technique, une idée, une bonne idée, une véritablement bonne idée, que le jour où elle est adaptée, elle est prise, qu'elle s'est appropriée par des centaines de milliers de gens. La question, c'est comment est-ce que vous passez de ce que vous pensez être la bonne idée, qui vous prend entre une journée et 3 mois, grosso modo, à un déploiement significatif qui fait que vous avez une appropriation massive et des impacts économiques macro, économiques, environnementaux, sociétaux, etc. La question, c'est comment déployer. Comment passer de quelques exemples, de quelques gens formés, à un programme massif. Pour moi, la réponse a été clairement le marché. Le marché est en même temps le juge de votre proposition. Si vous n'êtes pas capable de créer un marché de la proposition que vous proposez, il y a un hiatus, il y a un problème, il y a un blocage. Et votre proposition est sans doute pas une bonne idée. Ou en tout cas, elle doit être, et elle doit évoluer. Et puis le marché devient aussi le véhicule, le cheval de Troie de la vulgarisation, de la diffusion. Marché égale diffusion. Donc l'idée tout de suite, dès le départ, ça a été de créer un marché. D'un côté, une demande, des populations informées avec toute une méthodologie et une logistique d'information, de sensibilisation, de proposition, de plaidoyer, et de l'autre, une offre avec des maçons proposant une réponse à la demande, dans une réalité de marché, des maçons remplissant des contrats, des devis avec leurs clients, dans tous les milieux, hein, même au milieu en brousse, et des maçons en formant d'autres. Que la formation se fasse dans une réalité de marché, un petit peu dans quelque chose qui pourrait ressembler à notre compagnonnage ancien, et dans une logique de cooptation des maçons par d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, mais c'est que ces interventions extérieures, celle du programme de la voûte nubienne et de ses partenaires, s'inscrivent dans cette dynamique. Nous ne sommes pas le marché. Nous accompagnons, nous ne sommes pas la formation. Nous l'accompagnons, nous accompagnons le marché, nous accompagnons la formation, nous la contrôlons, la dynamisons, la calculons et créons une stratégie permettant de la faire grandir. Cette approche en termes de développement a été largement saluée par des programmes internationaux, de nombreux prix, peut-être plus que le concept voûte nubienne
que des tas d'autres ont pris et qu'en fait on a surtout nous simplifié, codifié et proposé, mais c'est peut-être cette méthodologie de duplication à grande échelle qui a été reconnue, même si aujourd'hui nos résultats sont encourageants mais restent modestes, je l'ai dit. Donc j'ai parlé voilà, d'une reconnaissance internationale et puis de partenaires, des fondations, partenaires financiers, partenaires de mécénat, etc. Et on en arrive au savoir-faire technique. Voilà une maison entièrement faite sans bois, sans tôle, sans ciment. Aujourd'hui, le programme a permis la construction d'à peu près 3000 voûtes en fin de saison constructive cette année, c'est-à-dire bientôt. Là, on arrive à la saison des pluies. 3000 voûtes pour 1600 chantiers, pour 250 maçons formés, 350 en formation dans plus de 600 villages et villes en Afrique de l'Ouest. La simplification a été la base du process. Ça a été extrêmement important. L'avantage du maçon, peut-être par rapport à l'architecte, pardon, c'est que le maçon est paresseux. Parce que le boulot est tellement dur qu'il doit chercher des solutions appropriées tout de suite. Et je pense, quand je compare des programmes comme Construction sans bois, Développement Workshop, qui ont travaillé bien avant nous et sur les mêmes territoires, je pense que l'approche extrêmement simpliste presque que nous avons adoptée avec mon camarade paysan dès le départ, a été une des clés de notre succès. Et puis, le côté codifié, le côté simple et standardisé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la capacité du savoir-faire à naître et à grandir. On est, en tout cas dans les pays dans lesquels nous travaillons en Afrique subsaharienne, avec des maçons qui ont des niveaux de scolarité, de connaissances extrêmement loin de ce qui sont nos standards. La plupart n'ont jamais été à l'école. La plupart ne savent pas lire. La plupart ne savent pas compter. Et pourtant, c'est sur ces gars-là, sur leur capacité de travail, d'implication, qu'il faut construire un programme de construction à très grande échelle. Donc, la simplification, la codification. Tout le temps la même chose, et on va s'apercevoir dans le temps que quelque chose qui au départ est extrêmement codifié et simplifié peut très lentement se complexifier et prendre des visages extrêmement différents malgré une codification de départ assez ferme. Et puis, c'est très important, il faut être adapté aux réalités, les matériaux, les outils. Je l'ai dit, la capacité d'appropriation par les maçons eux-mêmes. J'ai une petite théorie de développement qui dit qu'il suffit de doubler le nombre d'éléments intellectuels, qui composent une proposition pour diviser par 10 la capacité qu'on a à la transmettre, pour diviser ensuite par 10 la capacité que celui à qui vous l'avez transmise la transmettre elle-même, et pour multiplier par 10 le risque de malfaçon. Uniquement, vous doublez la valeur de connaissance et vous créez une succession, une courbe exponentielle de désaccrochage, de désengagement, tant sur la formation que sur le risque de malfaçon. Et c'est très compliqué parce que pour nous, doubler, c'est rien. On reste même avec 2 fois plus, ça reste absolument rien, ça reste d'un niveau très très bas chez nous. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui était important, c'est l'idée de rester avec des concepts extrêmement simples qui puissent être réellement transmissibles d'un maçon paysan vers un maçon paysan. Et on voit que, ayant choisi au départ ce cadre, eh bien finalement celui-ci évolue. Des nouvelles propositions apparaissent, qu'elles soient techniques, qu'elles soient d'ailleurs entrepreneuriales, qu'elles soient pédagogiques, mais elles apparaissent sur un socle de départ extrêmement puissant et extrêmement ancré dans les réalités socio-économiques et culturelles. Donc, un savoir-faire maîtrisé par les maçons locaux
par de nouveaux acteurs. Après, notre programme, on a vu que petit à petit, il allait s'ouvrir à toute une série d'acteurs, les entrepreneurs de la ville, les artisans de la ville, les entrepreneurs, les architectes, un petit peu timidement mais réellement, les bureaux d'études, les ministères et autres acteurs institutionnels en charge des questions de l'habitat. Et donc là, il y a toute une dynamique très lente, de nouveau, mais réelle et mesurable, et qui, elle, s'appuie sur ce premier socle que j'ai largement décrit. Là, on passe sur la question méthodologique. J'ai déjà dit, hein, une sensibilisation dans les villages, l'émergence d'un marché. On aurait peut-être pu mettre ça en avant dans la présentation. Voilà, aujourd'hui, nous avons deux défis. Amplifier, je l'ai dit, de passer de 30 à 60 à 80% la vulgarisation vers le plus grand nombre. Quels sont les moyens? Moi, je pense, après avoir prôné largement le marché, je pense aujourd'hui au marché subventionné, comme on le fait en Europe pour l'habitat, les questions thermiques, etc. Pourquoi ne pas aller dire, ben, on va vous payer 25% de votre maison du moment que vous la construisez comme ça, pour des systèmes, en tout cas, d'amplification de la révolution architecturale. Et puis, je l'ai dit, les méthodes qui permettent d'impliquer les entreprises, les institutionnels, les clientèles urbaines, les clientèles communautaires, et derrière, les grands fonds de développement. Aujourd'hui, l'habitat est l'enfant pauvre du développement. Vous avez donc, c'est la santé, l'éducation, l'agriculture, tous les sujets régaliens, bien sûr, et puis quelques petits trucs qui passent comme ça, qui sont un peu des trucs, des effets de mode. Mais l'habitat, alors que c'est transversal, ça occupe absolument toutes les niches des vies sociales et économiques, que c'est le premier pollueur mondial, hein, dans la chaîne, que c'est le premier business mondial. Eh bien aujourd'hui, vous n'avez pas de programme de développement. Vous avez des acteurs qui font de la recherche, qui font des propositions, mais il n'y a pas de véritable programme de développement grande échelle, en tout cas en Afrique. Donc là aussi, amener les institutionnels à aller prendre conscience de ça et aller chercher en eux-mêmes ou vers leurs partenaires de développement, les coopérations bilatérales et multilatérales, les fonds qui permettront une révolution architecturale dans les années à venir. Une petite parenthèse. Aujourd'hui, la coopération décentralisée, coopération bilatérale et multilatérale, des régions, des communes, des États, des grands organismes, construit en Afrique des bâtiments qui seraient formellement interdits chez nous, tant pour leurs questions, pour leurs impacts environnementaux et leur peu d'adéquation aux problèmes climatiques, que pour des questions tout simplement de confort et d'économie locale. Ces bâtiments ne pourraient pas être construits. Aujourd'hui, toutes les salles de classe en Afrique de l'Ouest sont construites avec des toits de tôle, et vous avez 100 enfants à midi sous un toit de tôle dans un pays où il fait 45. Ça serait juste impossible. Et on continue, et on dit, et tous les acteurs disent, ah non, mais nous on fait de la santé, nous on fait de l'éducation, nous on fait de l'agriculture, nous on travaille pour les femmes, nous on travaille pour la gouvernance, on ne fait pas d'habitat. Donc c'est pas notre affaire. Je ne suis pas d'accord. Si on veut, le monde change, il faut le changer. Changeons le monde, et pour ça, c'est forcément une dimension holistique, et il faut absolument que ces questions transversales de l'habitat soient prises en compte dans les questions de développement. Pour paraphraser, pour illustrer un peu notre méthodologie de vulgarisation à grande échelle, je reprends le proverbe, je crois, de Lao Tzu, ne donnons pas du poisson, apprenons à pêcher. Mais je dis, allons plus loin. Non seulement il faut apprendre à pêcher, bien sûr, c'est évident ce qu'on a compris ou qu'on commence à comprendre, mais aussi apprenons à réparer le filet, parce qu'à quoi ça sert de pêcher le jour où le filet est foutu? Il faut en avoir un autre, il faut construire ou à réparer le filet, et apprenons à vendre le poisson. Créons un circuit, un cercle vertueux dynamique d'économie pour mettre le savoir-faire en valeur et pour en faire un atout fort du développement. Voilà, on y revient. Un toit, qui était notre proposition technique, un métier, qui était le savoir-faire des maçons, un marché, et derrière, des impacts.
En fait, excusez-moi, mais j'arrive du Mali où j'étais encore hier soir et cette PowerPoint a été fait pendant mon voyage. Donc je le découvre avec vous. Des photos, elles arrivent, j'espère. Donc une diffusion par le marché, on l'a dit. La cible, les clients, les maçons. La demande, l'offre. Stratégie efficace. La voûte nubienne, c'est des équipes, donc locales, régionales, qui accompagnent ces process de développement par le marché. Et, grâce à Dieu, des impacts croissants. Donc, avec une base qui est d'abord le village, on commence au village, et puis une zone, une région, et un maillage territorial à l'échelle de la région et à l'échelle du pays et à l'échelle, je dirais, du continent ou de la sous-région, de ces pôles de marché. Et petit à petit, et on le voit très clairement, aujourd'hui au Burkina Faso, 50% de la demande ne vient pas des zones où nous sommes installés. Elle vient de partout, les maçons se déplacent, les clients sont là, et on a même ce qu'on appelle le marché invisible, un marché que nous découvrons. Des maçons ont produit leurs propres bâtiments, et puis on a le plaisir de les rencontrer, et puis des maçons produisent et nous disent seulement, voilà, cette année j'ai fait ça, la typologie des clients, etc. Pas de typologie des clients, c'est très important, c'est la mesure de l'impact. Le développement a trop fait fi, à mon avis, trop basé sur des questions de bienfaisance et d'assistance, a fait fi des modes entrepreneuriaux. Moi, je suis un entrepreneur social. J'utilise les modes entrepreneuriaux, le marché, la mesure du résultat pour faire du développement. Le but des outils du marché n'étant pas le bénéfice, ou plutôt que les bénéfices ne sont pas en dollars, mais ils sont en impact, en résultat, en changement en transformation des problématiques. Donc ça, c'est important. Et si vous dites entreprise, si vous dites entrepreneuriat, vous dites mesure. Il est extrêmement important, et on a longtemps travaillé là-dessus, d'avoir une série, dans un programme, d'avoir une série d'indicateurs, d'avoir un tableau de bord qui vous permet d'anticiper, d'avoir des objectifs, de réaliser ou pas ces objectifs, d'analyser votre capacité de remplissage des objectifs, et de nouveau de créer une stratégie, de reconstruire une stratégie exactement qu'une entreprise. Voilà quelques réalisations. Vous avez l'image d'en haut, c'est le cœur du programme, la maison du paysan, sans bois, sans tôle, sans ciment, toit terrasse. Dans une économie locale, 70% du bâtiment peut être produit par le maçon, par le client lui-même, sous forme de briques, de terre, de main-d'œuvre, manœuvrage, etc. Et puis, les 25 ou 30% restants, c'est réinjecté dans une économie locale. C'est son voisin le maçon, ou un maçon venu de quelques dizaines de kilomètres. Et puis en bas, vous avez la villa en ville, pareil. Alors là, on utilise le ciment sur des matériaux durs, des pierres, du ciment, du goudron éventuellement en mélange. Mais 100% du bâtiment est, pour le gros œuvre, en terre. Un programme qui était né en ville, à la campagne, aujourd'hui, montre peut-être ses plus grands intérêts économiques et en termes d'impact, d'empreinte CO2 en ville, parce que récupération du toit terrasse, R+1 sans dalle béton, donc ça, l'espace, la ville africaine, c'est la ville la plus pauvre et c'est en même temps la ville qui s'étend le plus, catastrophe au niveau des coûts, des réseaux, etc. Donc là, au moins, on pourrait imaginer sur des quartiers 70% de croissance à R1, R2 supplémentaires. Et puis le confort thermique, l'urbain a plus besoin de confort thermique à l'intérieur que le rural qui va sortir sous son manguier pour prendre le frais. Et puis quelques photos là de chantier, la terre, les briques, la voûte elle-même, les maçons, et quelques bâtiments institutionnels, églises, mosquées, le bureau qu'on avait déjà vu. Ça, c'est une salle d'alpha, oui, des salles de classe, centre culturel, etc., d'architecture ouverte. On voit tous ces bâtiments sont tous sur le même principe. 2 murs de 60, 3 mètres 30 maxi de largeur, comme ça, et chacun va présenter peut-être un plan différent, une finition différente, une proposition différente. Voilà, je me dois de vous remercier tous.
de vous remercier et d'espérer d'une façon ou d'une autre votre soutien à notre programme qui a encore de très longues années de travail assidu devant lui. Voilà. Si vous avez des questions, Julie est dans la salle avec un micro. Alors il y a une question au fond à gauche. Allez, Julie arrive. Oui, j'aimerais savoir comment, pour un bâtiment entièrement en terre crue, on traite les problèmes d'érosion. Thomas. Donc, il y a deux grandes familles de réponses. Un, les entretiens. L'immense majorité des gens qui utilisent la terre crue aujourd'hui dans le monde passent des barbotines régulièrement, entre 1 et 10 ans, je dirais, sur les surfaces, suivant la facture de base, suivant les pouvoirs érosifs des pluies, principalement, et des vents éventuellement. Et puis nous et des tas d'autres, ont développé aussi des matériaux durs. Alors ça peut être la pierre, ça peut être, je l'ai dit, des enduits ciment, ça peut être des enduits goudron, ça peut être des ouvrages béton en acroterre, des parties qui s'usent beaucoup. On a par exemple en toiture. La toiture, c'est une toiture plate de terre. La terre fait étanchéité par saturation. Les argiles se gonflent et l'eau a plus de facilité à aller vers les gouttières qu'à continuer à pénétrer. Mais les années passant, eh bien, il y a un phénomène d'érosion. Plus la toiture est plate, moins ce phénomène d'érosion d'ailleurs est fort. Alors on va mettre dessus un anti-érosif qui est un mélange à 15% de goudron pour moitié sable, moitié terre. Et là, on a une garantie à peu près entre 15 et 20 ans. Ça veut dire que pour un bâtiment en terre crue et uniquement en terre, la seule solution, c'est la barbotine. Si vous n'utilisez aucun autre adjuvant, ni pierre, ni ciment, ni goudron, comme ça, la seule solution, c'est les entretiens, mais qui sont extrêmement traditionnels. L'immense majorité des populations rurales qui utilisent la terre crue sont tout à fait rodées à ces entretiens, qui ne sont pas d'un travail considérable non plus. Hein. Ça se fait. Bon, il y a une multitude de cas, c'est très difficile de résumer ça en peu de temps. C'est vrai qu'il y a principalement l'entretien. Bon, Anna a fait un résumé, mais qui est qu'une des pratiques, c'est une règle, un bon chapeau et de bonnes bottes. C'est ce qui est utilisé par exemple en région Rhône-Alpes, où on a des bâtiments qui ont plus de 200 ans dans certains cas, 300 ans, 400 ans, qui n'ont jamais connu un seul entretien. Donc en fait, c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est que selon l'orientation du vent, selon où on se trouve, selon s'il y a des pluies battantes ou pas, on se trouve dans des situations différentes. Donc on ne peut pas parler de solutions uniques, il y a des solutions locales éventuellement, il y a des solutions qu'on peut développer, il y a des nouveaux produits qu'on peut apporter, il y a l'entretien, il y a aussi une pratique qui est la masse d'usure. On met des masses d'usure à des endroits et donc quand cette masse est érodée, on la remplace. Voilà, donc il y a X solutions qui dépendent, dont le choix dépend aussi probablement beaucoup de comment la société est organisée. Quand je vous ai montré les mosquées du Mali, par exemple, le tombeau des Askia, le concept même du bâtiment, il faut le comprendre par rapport à l'entretien qui est organisé chaque année. La forme de ce bâtiment dépend de ça. Les bois qu'on voit qui sont plantés dedans servent à grimper dessus. Donc le concept lui-même du bâtiment, il vient avec cet effort collectif qui est symbolique. Donc c'est quelque chose qui est pas si facile pour nous de comprendre, mais qui est une réalité dans certains milieux, et y compris donc l'entretien. Ça peut être familial, ça peut être communautaire, ça dépend. Bon, et alors les choix à faire par rapport à ça dépendent énormément de la façon dont la société a été organisée, est organisée aujourd'hui et comment elle risque de le devenir demain. Et donc on peut proposer des solutions, et c'est là où il y a beaucoup de discussions à avoir sur le terrain, de façon à comprendre à quel niveau on est de réflexion à la fois technique, mais aussi sociale et d'organisation sociale de la construction et de son entretien. Anna va même plus loin, et pourquoi pas, dans certains cas, le fait que la
durabilité des maisons ne soit pas si longue, où elle dure une et demie génération, c'est vu comme un avantage. C'est-à-dire qu'on peut refaire constamment son habitat en réutilisant les matériaux qu'on a sur place. On peut y compris avoir ce genre de provocation-là où la construction n'a pas vocation à durer plus longtemps et que chaque génération peut remodeler son environnement en recyclant les matériaux. Oui, moi j'ai pas compris comment ça se fait que vous recouvriez de ciment, parce que je pensais que des architectures de terre en soi prennent toute l'atmosphère autour et le ciment ferme. Je comprends pas donc que vous ayez la nécessité d'enduire en ciment, ou si ce n'est, enfin dans votre concept même, ça veut dire faire venir ce matériau ailleurs que là où on le trouverait. Pour moi, la question n'est pas de faire de l'architecture ou de faire de l'architecture de terre. La question, c'est de répondre à la demande du plus grand nombre en termes d'un habitat adapté ou d'un habitat adapté le plus possiblement adapté. C'est pas, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas d'éthique de la construction. Il y a des réalités, il faut s'y adapter. Quand vous avez un bâtiment en terre qui ne peut pas être entretenu en ville parce que que ce soit des publics urbains qui sont absolument pas c'est pas des métiers c'est les paysans qui peuvent entretenir leur maison. C'est pas des urbains, c'est pas des fonctionnaires, c'est pas des bâtiments communautaires sont pas entretenus, évidemment à part les mosquées, hein, mais les bâtiments modernes ne sont pas entretenus. Il n'y a pas les gens ne prennent pas il n'y a pas de, même chez nous, on va pas nous-mêmes peindre nos salles de classe, quoi, ou nos mairies. Donc, la question, c'est d'amener une solution technique qui va permettre le maximum de matériaux locaux et de techniques locales adaptées, en l'occurrence la terre. Donc là, le ciment est une ouverture qui permet ça, le ciment, le béton. Et il faut le comprendre, de toute façon, en termes, il faut comparer une situation. Vous aviez cette maison ou une maison qui aurait, elle, consommé beaucoup plus de béton, beaucoup plus d'acier, de l'acier, et avec des impacts de confort et d'économie beaucoup moins bons. Donc c'est un arbitrage, plus qu'une position. Moi, j'ai une question par rapport. Vous avez évoqué la question vous avez parlé de standardisation, et aussi Thierry Geoffroy au départ, vous avez parlé de catalogue à un moment et de produits. Et je voulais savoir cette question de la standardisation par rapport dans l'architecture. Il y a beaucoup de produits semi-industriels ou semi-finis dans la construction. Est-ce qu'en terre, ça s'envisage d'une autre manière, c'est-à-dire c'est plus une méthodologie? Ou c'est aussi par produit que vous entendez cette standardisation? Là, le standard dont on parlait, c'était un standard visant une capacité de transmission du savoir-faire pour diminuer considérablement le risque de malfaçon et pour augmenter considérablement le risque de capacité de transmission du savoir-faire. C'était ça l'idée du standard. Et c'est là d'ailleurs d'une certaine façon dont sur ça on s'écarte un peu de la créativité de l'architecte, parce qu'on dit si la question c'est l'habitat pour le plus grand nombre, si cette question oblige à passer par quelque chose d'extrêmement simplifié, standardisé, peut-être il y a moins au départ, en tout cas dans une première approche, de créativité. On s'aperçoit que cette créativité revient en force tant sur la capacité à modeler ce standard, peut-être sans doute à le faire évoluer, que ce soit sur des questions architecturales, techniques ou même entrepreneuriales. Bonjour. On voit maintenant des maisons qui sont construites grâce à l'impression 3D. Et je voulais savoir si c'est un sujet qui vous intéresse et est-ce qu'on va pouvoir faire des maisons selon ce principe-là en terre, comme on le fait aujourd'hui pour des petits objets. Développement durable, débrouillardise, c'était quoi? Non, les 3D. Non, mais je parle pas des pays en voie de développement qui ont des conditions économiques qui ne sont pas les nôtres. Mais par exemple, Monsieur Geoffroy, vous travaillez, vous, en France, par exemple.
sur des régions qui auraient peut-être les moyens de faire ce genre de projet? I think, is it okay to answer in English? Je réponds en anglais. I think our À mon project, the avis, last one that I showed le dernier projet que je vous ai montré en Autriche peut être un projet possible grâce à l'impression 3D. La technologie existe. Mais ça ne me plairait pas de faire ça. J'imagine 7 milliards d'habitants en 3 dimensions. Eh bien, je imaginais 2 ou 3 spécialistes qui ont la technologie et qui tirent des profits de cela. Il n'y a rien pour l'artisan. Il y a des milliers d'heures de travail des artisans dans ce projet. Mais ce qui est important aussi, c'était que ça apportait une certaine valeur sur le plan local. Notre approche en matière de conception, de construction, cela tient compte du bénéficiaire qui en tire bénéfice. Et ça concerne les questions structurelles. Il faut comprendre les forces à l'intérieur du bâtiment. On a utilisé les outils numériques, mais pour la construction, personnellement, je vois un problème. L'environnement est vraiment trop basé sur une technologie. On appuie sur le bouton, c'est un grand problème pour nous et du point de vue politique, à mon avis. Il faut moins de travail humain, disons plus d'impôts sur l'énergie, sur les machines et moins sur le travail humain. Cela peut modifier la manière de construire. En Autriche, la main-d'œuvre, effectivement, est coûteuse. Et cela changerait notre économie. On deviendrait une société plus équilibrée, plus juste. Et il en va de même pour l'économie. Nous, de notre côté, en tant que centre de recherche, on se doit de regarder les innovations possibles. Bon, c'est vrai que nous, on regarde ça d'un œil un peu circonspect, dans le sens où la tendance, c'est de présenter ça comme des solutions pour le monde. On va transporter une machine qui va faire en cas de reconstruction, on va mettre de la terre dedans et la machine va faire toute seule. On travaille avec la terre depuis très longtemps. La terre a cette spécificité d'être différente, parfois tous les kilomètres. Ça sera très très compliqué, donc il ne faut pas se tromper. C'est probablement utilisable, on pourra peut-être faire des choses avec. Il faut être aussi ouvert sur la recherche, donc ça c'est un petit peu notre position. Mais je voudrais revenir sur la question précédente, parce que c'est extrêmement important, cette question de, pas forcément standardisation, parce que mais la question de compréhension, de certification. Il y a un énorme problème aujourd'hui pour la construction en terre, c'est qu'elle n'est pas normalisée, elle n'est pas certifiée. Donc tous les programmes formels ont énormément de mal à l'utiliser et à utiliser des connaissances qui pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont issues d'une expérience millénaire, parfois plurimillénaire, qui peuvent apporter des solutions, qui sont éventuellement mises en difficulté aujourd'hui et que les gens oublient un peu ou font pas tout à fait aussi bien ou ajoutent un enducissement alors que c'est pas forcément prévu. Donc des modifications qui font que c'est un petit peu moins bien et il y a un vrai souci de reconnaissance donc de l'efficacité de ces techniques traditionnelles et ça c'est quelque chose sur lequel on essaye d'encourager un maximum de centres de recherche alors plus techniques sur comment on reconnaît l'efficacité des méthodes de construction traditionnelles. Et là, en plus, c'est un champ exploratoire qui est énorme, puisqu'on a parfois dans chaque vallée quelque chose qui est assez différent. Bonjour, je voudrais savoir si dans vos travaux, il y a une mise en commun, enfin, tout ce que vous faites. À chaque fois, vous dites que vous récupérez des techniques, que vous apprenez de techniques sur place. Est-ce qu'il y a un archivage de ces techniques et est-ce que c'est possible de le consulter quelque part, une mise en commun de tout ce que vous collectez en fait?
Bon, on a un centre de documentation qui a 40 000 références et qui est ouvert au public. Il se trouve à Villefontaine, dans l'Isère. De notre côté, je crois que tout le monde le fait un petit peu. Bon, on met à disposition. Donc, je vous ai donné l'adresse du site web. Alors, il y en a deux, mais l'un vous renvoie sur l'autre. Vous pouvez télécharger énormément de documentation sur l'architecture de terre. Et puis, si ça vous intéresse, il y a l'année prochaine à Lyon la conférence Terra 2016 où on attend plus de 150 communications qui permettront, je dirais, de dresser un petit peu le portrait de l'actualité dans le monde et justement de prendre des contacts sur des choses qui ne seraient pas diffusées. Bon, certaines choses étant pas forcément suffisamment, correctement diffusées. Et dans le monde d'aujourd'hui d'information, c'est parfois difficile d'aller chercher aussi la bonne information au bon endroit où ça prend tellement de temps que ça devient compliqué. Donc voilà. Sur les questions d'entrepreneuriat social au service du développement, il y a des grands réseaux aujourd'hui de gens qui capitalisent ensemble leurs expériences. Je pense à Ashoka, je pense à Schwab Foundation du World Economic Forum, je pense à Skoll Foundation. Là, il y a un gros travail de capitalisation, de mise en commun, de réseautage pour faire fructifier les idées des uns et des autres. Oui, si vous permettez un petit peu des éléments de réponse quand même aussi sur la deuxième et la troisième, l'avant-dernière et donc sur ces deux questions. Moi, je voudrais juste dire, la seule chose qui me manque ici, on a peu montré la modernité du matériau. Je dirais aussi la réponse de la standardisation, etc. Bon, je me présente juste très rapidement. Moi, j'avais créé la société Acter il y a quelques années pour des matériaux en terre prêts à l'emploi, beaucoup plus adaptés au marché français. Et c'est pour ça que réfléchir en termes de marché, comme l'a dit notre ami, c'est exactement ça. Il faut trouver des réponses à chaque contexte. Quand on est dans un contexte où les maçons sont habitués à avoir des sacs avec un matériau prêt à l'emploi, il faut démarrer par ça. Après, on verra bien s'il se développe plus loin. Voilà, c'était juste pour apporter un peu ça, et que quand même, c'est un matériau qui peut être utilisé ici, en ville, avec effectivement une préfabrication à l'extérieur. Vous n'allez pas trouver la bonne terre ici, là, en dessous. Donc, il faut effectivement la transporter un petit peu. Mais tous les autres matériaux sont transportés aussi. Donc, il ne faut pas mettre en contradiction les différentes approches. Je crois qu'il y a plusieurs approches à ce matériau qui doivent être différentes d'un contexte à un autre, mais c'est un matériau qui peut apporter énormément de réponses. Et puis, si des fois on le mélange avec un peu de ciment, eh ben, si c'est sur la voie vers une meilleure utilisation et une diminution du CO2, etc., oui, il faut trouver des solutions adaptées. C'était pas une question. Mais... Non, c'est juste, j'aimerais que vous reveniez sur la définition de la voûte nubienne. Je pensais que pour faire une voûte, il fallait obligatoirement une clé de voûte. Enfin, au niveau technique, qu'est-ce qui fait que tout à coup, il soit possible de créer cette voûte en dehors des supports que monsieur avait décrits avant, en bois, là, que vous aviez fait en Afrique? Donc, il y a une clé de voûte, hein. C'est le coffrage qu'il n'y a pas. C'est ce qui soutient la construction de la voûte pendant qu'on la construit jusqu'au moment, justement, où on pose la clé. La définition du grand Larousse universel de 1892 dit que les matériaux légers et bien gisants et les mortiers à prise rapide permettent l'élaboration de voûtes sans cintre. C'est le fait qu'on part, au lieu d'être à 90 degrés comme souvent dans les voûtes, on est à plutôt 60-70 degrés et on s'appuie sur un mur porteur, on part en rang concentrique, et c'est le fait que le matériau terre, mais ça pourrait être dans d'autres architectures, le plâtre, battu fort, etc., prend vite et que la brique est légère, et donc on arrive à créer en déport, dans une situation instable, mais c'est le matériau c'est le séchage qui permet la différence. Donc c'était ça le petit truc qu'ont inventé sans doute les gens de Babylone il y a 5000 ans. Et sinon, la voûte, c'est assez étonnant, la voûte nubienne, c'est une voûte en chaînette,
je ne sais pas quand, il y a peut-être 4000 ans, on a laissé pendre, après les avoir attachés à 2 clous, des chaînes. Et la forme que prennent ces chaînes, si on la renverse en effet miroir pour une voûte, c'est la forme dans laquelle les points de traction et de compression sont les plus équilibrés. Donc il y a 4000 ans, on a inventé une méthode empirique pour créer des courbes pures, courbes et aujourd'hui il faut un logiciel pour ça. On a attendu, je crois, les années 80 pour voir une innovation du même type. C'est un architecte américain qui a fait la même chose mais en 3 dimensions. Il a trempé des draps, des grands draps dans de l'eau, et puis il les a soulevés en les pinçant à différents endroits, et puis après il les a congelés, il les a retournés, et il avait là non plus des formes en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, qui sont extrêmement compliquées à calculer. Donc ça, c'est fabuleux d'imaginer que les Égyptiens, ou peut-être les Sumériens, avaient déjà imaginé ces choses-là il y a 3, 4, 5 000 ans. Moi, j'avais une petite question sur la qualité de la terre, parce que vous avez expliqué que dans l'Isère, il y avait une belle qualité de terre. Donc, en quoi ça, enfin, j'imagine donc ça joue dans la dureté des murs ou des constructions. Et est-ce que ce sont des terres de bonne qualité qui pourraient être utilisées plus pour l'agriculture? Enfin, en tout cas, donc c'est aussi une. Est-ce que l'on prend pour construire des bonnes terres agricoles, par exemple? Alors, la terre qu'on prend est surtout pas une terre agricole. Ouais. Donc, bon, on peut prendre de la terre à des endroits où il y a de l'agriculture, mais en général, on va sous la couche arable et donc on ne prend surtout pas de la terre, de la terre agricole, bien que dans certains pays, bon, les ressources étant ce qu'elles sont, cela se fait aussi, mais bon, une bonne terre n'a rien à voir avec une terre agricole. Après, la qualité de terre dépend de 2 facteurs essentiels. Un, la répartition des grains, donc les graviers, les sables, etc. Donc c'est comme un béton naturel, et puis l'argile qui colle. Donc on a des proportions qui sont satisfaisantes, un petit peu comme on formule un béton. Une terre aussi a une capacité naturelle, plus ou moins bonne, à avoir un certain nombre de propriétés, avec lesquelles on peut jouer d'ailleurs, hein, parce que dans certaines traditions, on sait qu'on utilise telle terre pour faire les fondations, telle terre pour faire les murs, telle terre pour faire l'enduit extérieur, telle terre pour faire l'enduit intérieur, telle terre pour faire la première couche du toit, encore une autre pour la deuxième couche, etc. Donc il y a aussi d'ailleurs toutes ces connaissances qui existent purement au niveau local, et nous, il nous faudrait un temps fou pour analyser et voire même comprendre. Alors qu'en posant la question aux bonnes personnes, quand on va sur place, on arrive parfois à apprendre des choses qui sont exceptionnelles de connaissances, parce que les gens manipulent la terre tous les jours, tout simplement, et dont on peut éventuellement s'inspirer, puisque l'utilisation à laquelle on réfléchit est peut-être un petit peu différente. La deuxième chose, c'est la qualité de l'argile qui colle, où là, on a des variations, et il y a, je dirais, des bonnes argiles, plutôt dans les kaolins, donc qui sont peu expansives, et puis des argiles qui sont plutôt des montmorillonites, je simplifie beaucoup, hein, qui sont très expansives et qui posent plus de problèmes de gonflement, retrait, et qui du coup permettent moins facilement d'absorber de l'eau et de la rejeter. Et nous, la terre qu'on a, donc c'est une humidite, c'est encore autre chose, et elle a cette capacité-là, donc il peut pleuvoir toute une journée dessus, l'eau est absorbée dans le mur qui fait 60 cm, et le soir, quand il pleut plus, ou le lendemain, ou le surlendemain, cette eau est rejetée, et donc ça ne pose absolument aucun problème, sauf en cas extrême de forte pluie ou de situation locale où les gens sont amenés à mettre des enduits. Voilà. Merci beaucoup. On fait des grands signes, donc il faut que j'arrête. Merci beaucoup à vous tous. J'en profite pour vous annoncer la prochaine matinale, qui sera aussi la dernière, qui aura lieu le samedi 27 juin à 9h30. Nous retournons au Bouffe du Nord. C'est une matinale d'ouverture sur la thématique de la terre avec un T majuscule et à la fois un T minuscule, sur le développement durable, la dépollution des sols, la question de la qualité des terres agricoles, avec les agronomes Claude et Lydia Bourguignon, avant de conclure le cycle des matinales par une conférence de Jean-Marie Pelt. Voilà, merci à tous d'être venus et à la prochaine fois, j'espère.